Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'exercer avec vous une compétence qui se trouve dans les socles de compétences, justement, donc dans le livret que vous connaissez bien, qui couvre pour l'enseignement secondaire le premier degré. Alors, vous savez que dans les socles de compétences, il y a, parmi toute une série de compétences, par exemple, mettre les élèves en situation, critiquer, synthétiser, analyser des documents, communiquer, transférer d'une situation vers une autre, il y a justement cette compétence critique. Si vous voyez le petit fascicule, vous allez voir que sous la rubrique critiquer, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec les élèves. Et parmi ces choses, il y a entre autres comparer et critiquer deux sources de même nature. Deux sources de même nature. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, sur base de documents, j'appellerais iconographiques plus exactement. Il s'agit de comparer les plans architecturaux de deux mosquées. Voilà, qui sont d'ailleurs contemporaines, puisqu'elles datent toutes les deux du IXe siècle de notre ère. Alors, vous savez que l'islam est un sujet qui est devenu incontournable, parce que c'est la civilisation la plus proche de la nôtre, tout simplement. Je trouve bien dommage qu'on n'ait pas le temps d'étudier suffisamment, ou presque pas, les civilisations chinoises, indiennes. Bon, je le fais certaines années, comme vous savez, puisque certaines de mes leçons ont été filmées sur ces sujets-là, mais il se fait qu'effectivement, l'islam est à côté de l'Europe, ou même dans l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe n'est pas seulement chrétienne, elle est aussi musulmane, elle est aussi athée, tout ce que vous voulez, mais l'islam est implanté en Europe depuis beaucoup plus longtemps que certains l'imaginent. Ce n'est pas lié à une immigration récente. N'oubliez pas qu'en Albanie, dans l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire dans la confédération bosniaque, à l'heure actuelle, il y a des Slaves qui ont été convertis depuis le 15e siècle. Donc tout cela est très ancien. N'oubliez pas également que l'islam a occupé une grande partie de la péninsule ibérique pendant tout le Haut Moyen-Âge, et c'est seulement à partir du XIe siècle, je dirais, que va s'opérer ce qu'on appelle la Reconquista, et c'est seulement en 1492 que les rois très catholiques mettent fin définitivement à la présence musulmane en Europe, enfin pas en Europe, en Espagne, dans la péninsule ibérique. Donc, ce serait être amnésique que de considérer que la présence de l'islam en Europe est un phénomène récent, donc c'est un phénomène ancien. D'autant plus que beaucoup de liens unissent les chrétiens aux musulmans. N'oubliez pas que l'islam et le christianisme appartiennent à une même famille, celle des religions monothéistes issues directement de la Bible. Donc, plutôt que de montrer constamment les différences, ce qui nous sépare des musulmans, il faut peut-être voir également ce qui nous rapproche d'eux. Et vous savez qu'il n'y a pas pire guerre que celle qui met face à face des frères ou des cousins. C'est bien connu. Vous connaissez toutes ces guerres de religion, par exemple en Irlande, ou dans d'autres régions du monde, où des gens qui finalement ont une religion très proche, finalement s'entretuent. Y compris au sein même de l'islam, par exemple, entre les chiites et les sunnites. Alors maintenant, je me rapproche de mon sujet. Si j'ai pris le cas de deux mosquées, c'est parce que c'est un point, je dirais, central, crucial de l'étude de l'islam tel que vous l'abordez avec vos élèves dans l'enseignement secondaire dans le cadre de l'enquête numéro 7, en deuxième année, donc pour les élèves de 13 ans. Et lorsque l'on aborde l'étude du plan d'une mosquée, on peut, à partir de là, donc c'est une très bonne mise en situation si vous voulez, on peut à partir de là
développer toute la région musulmane. C'est pour ça que je trouve que c'est un exercice particulièrement intéressant. Donc on comprendra que l'exercice d'aujourd'hui est surtout un prétexte à aborder la religion musulmane. Et comme vous savez, la religion musulmane dans l'islam, eh bien, elle est intimement liée. Il n'y a pas de distinction pour les musulmans entre la religion, la politique et la société. Tout est lié. Tout est lié. Bon. Alors, quand on aborde maintenant sur le plan méthodologique un document iconographique, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit en particulier une peinture, une sculpture ou un monument de type architectural, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser. Alors parmi ces questions, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Eh bien, il y a tout d'abord quel est l'objectif du monument que l'on a en face de soi? Pourquoi a-t-il été construit? Répond-il à un besoin? Quelle est son utilité? On peut se poser la question tant sur le plan matériel que sur le plan idéologique. Parce qu'un bâtiment peut avoir une fonction purement d'usage matériel. Je pense, je ne sais pas moi, si vous avez un magasin, si vous avez un palais, il a une fonction matérielle. Mais un bâtiment peut avoir également une fonction idéologique. Et on va le voir, c'est le cas des mosquées. Bien entendu, il faut se poser la question du contexte. Il faut se poser la question je réfléchis un petit peu, du style, bien entendu, des influences artistiques qui ont présidé à la construction du bâtiment. On doit aussi se poser des questions sur les commanditaires, ceux qui ont demandé la construction et qui ont commandé véritablement la construction du bâtiment. Voilà. Ces considérations méthodologiques étant faites, on va aborder, sur base de ces questions, le document que je vais vous montrer dans quelques instants. Dans un premier temps, il me paraît toutefois utile, non seulement utile, mais indispensable, de vous montrer un tableau chronologique qui reprend les dates essentielles qui interviendront dans le cours de cette leçon. J'y ai mis également quelques points de repère qui n'interviendront pas, mais qui permettent de mettre en perspective la construction des deux mosquées avec l'histoire politique et culturelle de l'islam. Alors, vous avez deux lignes du temps. La première ligne du temps est une ligne du temps générale qui part du début de l'ère chrétienne et qui va jusqu'à notre époque. Ce sont des points de repère utiles, bien entendu, et même indispensables pour les élèves, puisqu'il est d'usage, en tout cas dans nos régions, d'indiquer le début de l'ère chrétienne. Vous savez, que l'on soit athée, que l'on soit musulman ou que l'on soit bouddhiste, dans nos régions, les années partent de l'incarnation. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison de mettre tout cela en cause pour des raisons philosophiques. Il faut quand même qu'on se mette d'accord sur la chronologie. Ce serait stupide de vouloir remettre en cause ce genre de choses au nom d'un multiculturalisme, du pluralisme culturel. Ce serait idiot. Bon, donc c'est une convention. On va jusqu'à notre époque, ça c'est pour permettre aux élèves de se situer par rapport aux événements dont il va être question. Donc ils voient très bien où eux se situent par rapport aux événements dont il va être question. J'ai gradué bien entendu cette ligne du temps et en bleu j'ai noté les moments importants qui permettent d'établir des points de repère dans le domaine de l'histoire politique. Dans le domaine de l'histoire politique. Vous avez bien entendu 632, j'aurais même pu partir d'un peu plus long, enfin un petit peu avant, mais j'avais vraiment pas de place ici. J'aurais dû même indiquer avec, je vais le faire tout de suite, parce que sinon ça va paraître une hérésie, même au moins pour les musulmans.
je vais quand même indiquer juste ici le début de l'hégire 622, c'est-à-dire le début de l'ère musulmane, correspond à la fuite de la Mecque par Mahomet et ses compagnons. Voilà, 622, début de l'ère musulmane. Alors, entre 622 et 632, Mahomet va conquérir la plus grande partie de la péninsule arabique. Alors, il meurt en 632, entre 632 et 661, 4 de ses disciples, de ses compagnons, vont lui succéder, l'un après l'autre, et vont porter le titre de calife, c'est-à-dire de commandeur des croyants. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une fonction politico-religieuse. Autrement dit, un calife, à ne pas confondre par exemple avec le mot sultan, un calife est non seulement empereur, si vous voulez, c'est le chef de l'État, mais il est en même temps, entre guillemets, le pape. Ça ne veut rien dire, parce que la notion de pape n'a pas de sens, évidemment, dans le contexte culturel de l'islam, mais on peut parler de césaropapisme, un petit peu comme, je dirais, l'empereur de Byzance à la même époque. Alors, il est le chef à la fois politique et le chef spirituel, c'est le mot qui convient ici, le chef spirituel de l'Oumma, et l'Oumma, c'est la communauté des croyants. Voilà. Alors, de 661 à 750, une première dynastie, puisqu'avant c'est pas une dynastie, vous avez compris, c'est 4 compagnons qui succèdent. C'est comme si dans l'église chrétienne, il y avait eu 4 apôtres de Jésus qui s'étaient succédés immédiatement comme pape et empereur en même temps, si vous voulez. Bon. Alors, une première dynastie qui dure un peu moins de 100 ans, c'est la dynastie des Omeyyades, qui s'établit à Damas. Je vais vous montrer tout cela sur la carte dans quelques instants, mais pour éviter sans arrêt de courir d'un endroit à l'autre, je vais vous le montrer juste après. C'est surtout pour le caméraman que je dis ça. Alors, donc, première dynastie. Deuxième dynastie de 750 jusqu'à théoriquement 1258. C'est le moment où les Mongols arrivent au Proche-Orient et font tomber définitivement la dynastie des Abbassides. Et enfin, les Ottomans du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Alors vous allez voir qu'il y a des petits pointillés ici et là. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis des pointillés, bien entendu. Si vous avez des pointillés, c'est parce qu'on peut parler d'un empire unitaire des Abbassides entre 750 et le milieu du XIXe siècle. Mais à partir de là, c'est-à-dire des environs de, allez, je ne sais pas, 850, 900, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, la souveraineté des Abbassides n'est plus que théorique sur l'ensemble des territoires sur lesquels ils ont officiellement la suzeraineté. Parce que toute une série de dynasties locales s'établissent dans leur empire. Vous savez, on a un petit peu un phénomène semblable là, en Occident à la même époque. À l'époque de la féodalité, vous savez que quand l'empire carolingien s'effrite, se met en place ce qu'on appelle la naissance des principautés territoriales. Vous avez déjà l'éclatement de l'empire de Charlemagne, et puis à l'intérieur même de ces divisions, de ces parties destinées à cet édifice, vous avez très tôt des principautés territoriales qui se mettent en place où les princes territoriaux ont tous les pouvoirs régaliens. Au Xe siècle, vous avez comme ça le comte de Flandre, le duc de Brabant, le duc de Saxe, le duc de Bavière, de Franconie, de Souabe, qui sont pratiquement des petits rois dans leur principauté. Eh bien, vous devez vous dire que dans l'islam, on fait rarement ce parallèle, c'est dommage, parce que le rôle d'un cours d'histoire, c'est d'étudier parallèlement les civilisations, justement, et de ne pas compartimenter
les chapitres de manière étroite, parce que alors on étudie l'islam, on étudie la féodalité, comme s'il n'y avait pas d'éléments que l'on pouvait retrouver des deux côtés. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez des dynasties dans les différentes régions de l'ancien empire unitaire. Par exemple, en Égypte, vous allez avoir les Fatimides. En Tunisie, c'est la région qu'on va étudier en quelques instants, vous avez les Aghlabides. Et vous avez toute une série comment dirais-je, de dynasties. Au Maroc, vous avez les Idrissides. Je ne vais pas vous embêter avec toutes ces dynasties, mais ce sont des gens qui pratiquement sont indépendants, ce sont des gouverneurs des Abbassides qui ont pris leur autonomie et qui ont fondé une véritable dynastie. Entendu? Donc vous comprenez maintenant les pointillés. Donc vous voyez que l'Empire Abbasside, il a été unitaire pendant très peu de temps. Le reste du temps, il y a toujours un calife, non plus à Damas, mais à Bagdad, c'est-à-dire non plus en Syrie, mais en Irak, mais qui n'est qu'un souverain très théorique. Vous vous souvenez? L'Empire, le Saint-Empire romain de la nation germanique, l'empereur, il n'a pas grandi à cette époque-là, il va avoir de l'importance, mais par la suite, le Saint-Empire de la nation germanique, l'empereur n'a aucun pouvoir sur les différents territoires. Vous savez qu'au temps moderne, il y a 300 ou 400 États en Allemagne. Donc vous voyez, il faut bien distinguer une souveraineté réelle et d'autre part une simple suzeraineté. Pensez que la reine d'Angleterre, à l'heure actuelle, elle est chef d'État d'une cinquantaine d'États. Dans le cas du Commonwealth, elle est toujours reine du Canada, elle est toujours reine d'Australie, elle est toujours reine de la Nouvelle-Zélande, officiellement. Mais dans les faits, vous avez un gouvernement tout à fait indépendant au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Hein. Peut-être un gouverneur général, mais qui est là un peu pour rappeler les origines féodales de tout ce système du Commonwealth, mais c'est tout. Hein? Le Parlement de Londres n'a strictement rien à dire à Sydney, à Wellington ou à Ottawa à l'heure actuelle. C'est fini. Bon, je crois que vous avez bien compris. Pour les Ottomans, c'est la même chose. Les Ottomans au XVe siècle, ici, je les ai mis en pointillé tout simplement parce que le XIIIe et le XVe siècle, c'est l'époque où les Ottomans conquièrent les Balkans, le sud-est de l'Europe, et c'est seulement à partir du XVIe siècle qu'ils vont conquérir le bassin méditerranéen. Donc ça veut dire que lorsque Mohamed II prend Constantinople en 1453, eh bien les sultans ottomans, ici vous entendez bien sultan, je ne dis plus calife, les sultans ottomans, hein, ce sont des chefs politiques qui conquièrent, dont les vues se portent essentiellement sur l'Europe. Et c'est seulement au XVIe siècle que les Ottomans, à l'époque de Soliman le Magnifique, à l'époque de Sélim Ier, vont conquérir tout le Proche-Orient, l'Égypte, le nord de l'Afrique. Entendu? Voilà. Et puis alors à la fin, vous voyez à nouveau des petits pointillés pour le XIXe siècle, parce que l'Égypte, par exemple, est de fait autonome. Mehmet Ali, eh bien, c'est un souverain pratiquement indépendant. Théoriquement, il y a la suzeraineté ottomane au XIXe siècle sur l'Égypte, mais dans les faits, comme à l'époque des Abbassides ici, il y a une dynastie indépendante dans les faits des Ottomans. Ça va? Bon. Alors, ceci étant fait, vous voyez qu'ici, j'ai mis également un certain nombre de dates. Alors, je vais me mettre de côté. Vous avez, j'ai indiqué la date de fondation des grandes villes de l'islam. Date de fondation. Donc 762 pour Bagdad. Faut-il que je recule un petit peu le tableau, ça ira? Sinon, je recule un tout petit peu. Voilà. Donc 762 Bagdad. Je vous ai dit que Bagdad va être la capitale des Abbassides en Irak. Je vais vous montrer ça dans un instant sur la carte. Alors, au Maroc, 798 Fès. Samarra, qui se trouve un peu au nord de Bagdad, également sur le Tigre, 836. Alors, ce sera la capitale des Abbassides pendant une cinquantaine d'années, puis elle sera complètement abandonnée, au point que si vous allez à Samarra à l'heure actuelle, vous ne verrez plus que des ruines de cette époque-là. C'était une ville énorme, mais qui n'a vécu qu'une cinquantaine d'années. Parce que par la suite, ils sont repartis vers Bagdad, un peu plus au sud, sur le Tigre. Alors, j'ai indiqué en rouge le moment où se situe la
construction des deux mosquées que nous allons étudier aujourd'hui. Sidi Ougba, qui est la première qui a été construite à Kérouan, en Tunisie, à Kérouan, dans ce qui était à l'époque la province d'Ifriqiya. Alors, Ifriqiya, c'est une arabisation du mot Africa. Vous vous souvenez peut-être, quand on étudie l'Empire romain l'année passée, que la province d'Afrique, ce n'était rien d'autre que la partie septentrionale de la Tunisie. Et que ce nom d'Afrique a été étendu à l'ensemble du continent. Mais l'Afrique n'était rien d'autre que la partie septentrionale donc, de la Tunisie, puisque les territoires, vous voyez peut-être, on ne va pas tourner la caméra pour ça, mais c'est la partie qui est en jaune sur la carte murale. Vous voyez qu'à côté, on n'est déjà plus en Afrique, on est en Numidie, et puis vous avez des territoires qui portent des noms tout à fait différents, la Cyrénaïque, la Libye, l'Égypte, et là, on n'est plus en Afrique, d'autres provinces. Et la Mauritanie aussi, voilà. Et ce qui est en haut saumon. Bon, alors, Ibn Touloun, c'est le nom d'une mosquée qui se trouve, elle, au Caire. C'est la deuxième mosquée que nous allons étudier, au Caire. Vous avez ensuite la ville du Caire. Et vous allez dire, oui, mais c'est bizarre, mais il faut savoir que la ville du Caire a été construite en plusieurs étapes. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure sur une carte, vous allez voir qu'il y a plusieurs quartiers. Et finalement, c'est en 969 qu'on peut vraiment parler d'une ville capitale des Fatimides à ce moment-là, la dynastie des Fatimides. Et enfin, je vous ai noté encore le nom d'une grande ville au Maroc, 1062 Marrakech. Voilà. Pourquoi je vous ai mis tout ça? C'est parce qu'on étudie trop souvent uniquement la naissance du phénomène urbain en Occident, 11e, 12e siècle. Et on ne voit pas qu'en Orient, il y avait déjà des villes, et des grandes villes qui ont été fondées. Et en cela, le monde musulman n'a fait que reprendre la tradition de l'Empire romain d'Orient, où il y avait des grandes villes. Pensez à Alexandrie, qui existait dans l'Antiquité, pensez à Antioche, en Syrie, pensez à Jérusalem. Il y a toute une série de villes. Pensez à Constantinople, bien entendu. Donc l'Orient a connu un mouvement d'urbanisation avant l'Occident, alors que l'Occident a été replié sur lui-même au Moyen-Âge. Voilà. Bon. Ceci étant dit, maintenant nous allons étudier les différents documents. Toutefois, je vais quand même vous montrer très rapidement les différents lieux que je vous ai cités jusqu'à présent. Bon. Dans un premier temps, ici évidemment la carte ne permet pas de le voir, mais l'Arabie, la péninsule arabique est conquise par Mahomet. Donc entre 622 et 632. Alors, avec ma baguette, j'essaie de vous montrer en dehors de la carte. Vous avez la Mecque et Médine, Médine étant plus ou moins 250 km au nord de la Mecque. Ensuite, à partir de 661, établissement de la capitale de l'Empire arabo-musulman à Damas, voilà, Damas en Syrie. Et enfin, à partir de 750, établissement de la capitale de l'Empire arabo-musulman, mais cette fois sous dynastie abbasside, à Bagdad. Bagdad qui se trouve ici. Là-bas, sous le Tigre. Babylone était sur l'Euphrate, et pratiquement en face, un peu plus au nord, vous avez ici Bagdad. Voilà. Alors, Samarra, que je vous ai montré sur le plan, se trouve légèrement un peu plus au nord, à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad. Samarra, qui a été pendant donc 50 ans, au IXe siècle, la capitale de l'Empire abbasside. Alors, le Caire, ça correspond plus ou moins à Memphis ici, le Caire, là-bas.
Et enfin, là je ne peux pas vous le montrer, vous avez donc au sud de Tunis et de Carthage, vous avez donc Kérouan, hein, en Tunisie. Kérouan qui va être la capitale, le chef-lieu de la province d'Ifriqiya. Voilà. Je crois que... Ah mais oui, il y a quand même une petite carte ici. Voilà. Alors, voilà. Kérouan se situe ici. C'est une carte qui n'a rien à voir, qui concerne les colonies phéniciennes, mais Kérouan se situe ici. Voilà. Alors, première étape de la leçon, après avoir replacé le cadre spatio-temporel, nous allons passer à la description des deux bâtiments, des plans que vous avez devant les yeux. Donc c'est une vue du ciel, bien entendu, ce sont des plans. Hein. Donc vous ne voyez pas les bâtiments en hauteur, et vous ne voyez malheureusement pas non plus la décoration. Ben non, j'ai décidé de travailler sur des plans. Alors, je vais vous montrer, reste là, je vais vous montrer où se trouvent ces plans. Alors, je les montre devant la caméra. Vous voyez, c'est exactement les plans que vous avez devant les yeux. Alors, d'où les ai-je tirés? Parce que c'est quand même utile, comme vous savez, de connaître la source que l'on utilise. Alors, c'est tiré des pages 368 et 369 de la civilisation de l'islam classique de Sourdel, dans la collection Les grandes civilisations chez Artaud. Voilà. Alors, vous avez donc sur votre gauche la mosquée donc de Sidi Ougba, c'est écrit ici, de Sidi Ougba à Kérouan. Alors, Sidi Ougba, c'est le nom de celui qui a conquis le Maghreb. À quelle époque? Au 7e siècle. Parce que c'est le 7e siècle et la grande époque de conquête. C'est sous les premiers califes, les 4 premiers compagnons, là, les compagnons de Mahomet, et sous les Omeyyades que se situent toutes les grandes conquêtes. Donc c'est, je dirais, entre 630 et d'autre part 750 que l'Empire va être constitué. Sous les Abbassides, je vous ai dit, il n'y a pratiquement pas de conquête, au contraire, à partir du milieu du 9e siècle, il y a rétractation, puisque l'Empire va éclater, puisque la suzeraineté des califes abbassides ne pourra plus s'exercer réellement dans les différentes provinces, là où ces dynasties vont être fondées, les dynasties locales. Bon. Vous avez à côté le plan d'une autre mosquée, qui est celle d'Ibn Touloun, au Caire. Alors, nous allons d'abord identifier les différentes parties de cette mosquée-ci, puis de celle-là, et puis on va essayer de comprendre la fonction des différentes parties de l'édifice. Et ce qu'on peut en tirer du point de vue de l'histoire, parce qu'ici il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire de l'art, vous avez bien compris, c'est dans le cadre d'un cours d'histoire, donc j'essaye de comprendre la civilisation musulmane. Bon, alors, vous avez tout d'abord ici un trait foncé qui marque une enceinte. Donc c'est une enceinte. Vous avez ensuite, ce serait peut-être bien de le noter sur les documents que vous avez devant les yeux, que vous avez reçus hier, hein, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment vous allez vous en tirer. Hein. Alors, notez-le. Bon, sinon, ceci dit, vous verrez le film par la suite. Hein. Alors, donc vous avez une enceinte. Vous voyez qu'il y a des entrées. On peut rentrer dans le bâtiment. Vous voyez? Bon. Ensuite, vous voyez tous des petits points qui sont des bases de colonnes. Vous voyez ici un carré. Je vous fais d'abord une simple dire ce que vous voyez.
ce que vous feriez observer à vos élèves, autrement dit. Et puis, on va voir à quoi ça correspond. Hein. Ici, vous avez un enfoncement dans le mur avec une niche. Vous pouvez également remarquer qu'ici, vous avez la forme d'un T. Et vous avez, là vous ne voyez peut-être pas bien, mais certainement sur le document que je vous ai distribué hier, ici encore un petit carré. Voilà, repassez-le peut-être sur votre photocopie. Alors maintenant, à quoi tout cela correspond? Ceci, en fait, c'est un minaret. On va dire à quoi elle est la fonction après. Hein. Pour l'instant, on fait de la description. Donc, c'est un minaret. Vous voyez cette forme cubique. Enfin, vous ne pouvez pas savoir que c'est cubique. Ici, c'est carré plutôt. Hein. Alors, ici, c'est une fontaine pour les ablutions. Ici, c'est ce qu'on appelle... Alors, ce sont des rangées de colonnes. Vous allez voir qu'il y a, regardez, il y a des points qui sont plus foncés que d'autres. Donc de là à là, vous avez ce qu'on appelle une première travée, une deuxième travée et une troisième travée. Des travées. Dans ce sens-là, on parle de nef, comme dans une église. Dans une église, vous avez la nef principale et puis vous avez les nefs collatérales. Bon, ici, vous remarquez qu'il y a, si je compte bien, oui, il y en a 8 nefs à gauche, 8 nefs à droite et une au milieu. Donc vous avez une nef centrale. On voit qu'ici les colonnes sont beaucoup plus écartées qu'ailleurs. Donc vous avez une nef centrale et vous avez donc 16 nefs secondaires, ce qui fait donc en tout donc 17 nefs. Entendu? Bon. Ici, vous avez aussi les colonnes. Alors là, on n'est pas dans une salle comme ici. Ici, il s'agit de portiques. Vous savez ce que c'est des portiques, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est comme des préaux qui, dans nos pays, servent pour se protéger de la pluie, mais qui, dans ces pays-là, servent surtout pour se protéger du soleil. Donc ici, ce sont des préaux, donc 2 portiques. Vous avez 2 portiques, hein, donc ça veut dire que c'est couvert, ici, c'est couvert, et vous avez une rangée de colonnes entre les deux. Là-bas, il y a donc 2 portiques, dans cette forme en U. Alors ici, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une salle hypostyle. On a vu l'année passée en première ce que c'était qu'une salle hypostyle, dans le cadre des temples égyptiens. Ce sont donc, c'est une salle où vous avez de nombreuses, une véritable forêt de colonnes, et donc, on va voir que ça permet de faire le lien également avec des civilisations plus anciennes, parce que l'islam n'est pas né dans un désert, ici je ne fais pas de jeu de mots, elle est née effectivement dans un désert, mais pas dans un désert culturel. Voilà. Donc ceci c'est une salle hypostyle qui est donc une salle de prière. Ceci c'est l'endroit où les fidèles, les croyants, se mettent debout ou à genoux, enfin ça dépend de la posture pendant la prière. Vous savez qu'il y a toute une série de gestes dans la liturgie, c'est comme chez les chrétiens, on est debout, on se met à genoux sur la chaise, on se met assis, et bien chez les musulmans c'est la même chose. Sauf que le sol est dégagé de toute forme d'encombrement, il n'y a pas de chaise, il n'y a que des tapis dans une mosquée. Donc c'est vide une mosquée en fait. Hein. Voilà. Alors, ici, je vous ai dit qu'il s'agit du minaret. Ici, je vous ai... Ah, ici, ceci, c'est ce qu'on appelle le mur Qibla. Vous avez ici ce renfoncement, vous avez une niche, c'est ce qu'on appelle le mihrab. M-I-H-R-A-B. On va voir à quoi ça sert après. Hein, pour l'instant, je vous décris. L'explication viendra après, volontairement. À côté du mihrab, vous avez un autre, vous avez normalement ce qui correspond chez les chrétiens, dans les églises catholiques, ou même chez les protestants, à ce qu'on appelle une chaire de vérité. Hein, c'est ce qu'on appelle le minbar.
M-I-N-B-A-R. Le minbar. Voilà. Alors, je regarde si j'ai encore des choses à dire ici. J'ai parlé de l'enceinte, j'ai parlé des portiques, j'ai parlé du minaret, j'ai parlé ici de la fontaine d'ablution, je vous ai parlé des travées et je vous ai parlé des nefs. Hein, je vous ai parlé du mihrab, du minbar. Voilà. Donc ici, vous avez bien compris que ce sont des bases de colonnes et vous avez donc toutes des arcades, hein, dans la salle de prière. Je prends maintenant le deuxième plan. Ce qui frappe au départ, c'est qu'ici c'est pratiquement rectangulaire, pas tout à fait, hein, c'est pas un rectangle imparfait, hein, on est bien d'accord. Ici c'est un carré pratiquement. Hein. Alors, vous allez retrouver toute une série de lieux que j'ai déjà cités. Ici, vous avez le minaret. Ici au centre, une fontaine qui est beaucoup plus grande, la fontaine d'ablution. Vous avez ici le mur Qibla et vous avez le mihrab. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de colonnes, que vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 travées. Et alors les nefs, ben, c'est ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 nefs. Donc les nefs, dans ce sens-là. Ça va? Ici, vous avez 2 portiques. Voilà. Ici, vous voyez que vous avez 2 murs d'enceinte. Une enceinte ici, et un deuxième mur d'enceinte. Et vous voyez que le minaret se trouve entre les 2 murs d'enceinte. Voilà. Alors, ici, vous avez la date de construction, 862, que je n'aurais plus d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas écrite, mais enfin, hein, ici, et alors Ibn Tulun qui est un petit peu postérieur, hein, une quinzaine d'années plus tard. Voilà. Alors maintenant, je vais peut-être vous montrer où se trouve cette mosquée d'Ibn Tulun sur un plan du Caire, et puis nous allons analyser précisément ce que l'on trouve sur ces 2 plans. Je vais peut-être me mettre ici. Donc, vous avez le plan du Caire, je dis bien du vieux Caire, hein. Donc n'essayez pas de chercher des éléments que vous connaissez dans le nouveau Caire, qui est beaucoup plus grand. Hein. Vous savez que le Caire moderne, c'est une mégapole, là, où il y a officieusement 17 millions d'habitants. Hein, c'est la plus grande ville d'Afrique, hein, le Caire, à l'heure actuelle. Alors, j'ai indiqué la direction du nord, bien entendu. Vous avez le Nil qui coule vers la Méditerranée. Le Caire se trouve au sud du delta. Hein. Je vous ai indiqué en orange le nom des quartiers dans l'ordre de leur construction successive. Vous avez d'abord Al-Fusta en 641, donc c'est le premier quartier arabe musulman qui a été fondé. Donc vous voyez que c'est très vite. Hein. C'est à l'époque de qui? 641. C'est à l'époque des premiers califes, des compagnons de Mahomet. Mahomet, n'oubliez pas, ne meurt que 9 ans plus tôt. Hein. Mahomet n'avait conquis que les 3/4, je dirais, de la péninsule arabique. Et au niveau de ses succès, évidemment, l'Égypte, c'est juste à côté, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais donc en 641, il y a déjà un embryon du Caire arabe, qui apparaît. Al-Fusta. C'est dans ce quartier-là, dans cette partie de la ville, que la mosquée d'Ibn Tulun va être construite, ou plus exactement dans un prolongement de ce quartier, parce qu'effectivement, un peu plus tard,
enfin un peu plus tard, une centaine d'années plus tard, un nouveau quartier est créé, celui de Al-Askar, 751, et 551, c'est quoi? Regardez votre chronologie. Eh bien, c'est le moment où les Abbassides s'installent. Avant, vous y aviez les Omeyyades. Donc, Al-Askar, c'est le quartier fondé par les Abbassides. Donc, il faut peut-être mettre à côté de chacun des quartiers l'objet. Si on crée un quartier, c'est aussi pour marquer politiquement la prise de possession d'un territoire sur le plan politique. Et vous avez en 870 Al-Kataï, et c'est dans ce quartier d'Al-Kataï, qui est un prolongement du quartier d'Al-Fousta, que l'on va construire, entre 876 et 879, la mosquée que nous allons étudier, la mosquée d'Ibn Tulun. Alors, qui est Ibn Tulun? Eh bien, c'est un gouverneur qui travaillait pour les Abbassides et qui a pris son indépendance. Alors, par la suite, d'autres quartiers, un autre quartier va être créé, 969 Al-Qaïra, non pas Al-Qaïda. J'ai noté en bleu le nom des principales mosquées pour cette époque-là. Donc, la mosquée d'Amr, Ibn Tulun, la mosquée d'Al-Azhar, c'est la plus connue dans le monde, 972. Pourquoi c'est la plus connue? Parce que cette mosquée est à l'origine de l'université qui est juste à côté. C'est un petit peu comme au Moyen-Âge, vous savez que les universités étaient dirigées par des ecclésiastiques au Moyen-Âge. Eh bien, la mosquée d'Al-Azhar est une grande, c'est sans doute la plus célèbre des universités musulmanes, où vous avez une faculté de théologie, et les professeurs qui enseignent là, lorsqu'ils éclairent des aspects de la doctrine musulmane, eh bien, leur avis a évidemment énormément de poids. Mais ce n'est pas l'équivalent de Rome, puisque chez les musulmans, il n'y a pas l'équivalent du pape. Il n'y a même pas l'équivalent des prêtres, je dirais. Il n'y a même pas l'équivalent des évêques, sauf chez les chiites. Mais ailleurs, un imam, ce n'est pas un prêtre. C'est un peu l'équivalent, je dirais, d'un pasteur. Mais ce n'est pas, parce que chez les musulmans, comme chez les protestants, vous savez, il y a le sacerdoce universel. C'est-à-dire que tout fidèle est en liaison directe avec Dieu, alors que chez les catholiques, il y a cet intermédiaire qui est le clergé. Voilà. Mais ce sont des comparaisons bien grossières que je fais, évidemment. On ne dit pas que les protestants et les musulmans, c'est la même chose. C'est tout à fait différent, bien entendu. J'essaie simplement, pédagogiquement, d'éclairer un petit peu les choses. Et enfin, vous avez donc la mosquée d'Al-Hakim. Alors, maintenant, on va passer à l'analyse de ces deux documents. Alors, là, je vais écrire uniquement le plan au tableau, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je mets donc le titre tout d'abord. Alors, comparaison des plans de... si j'écris là, ça passe encore sur le film? Oui, de deux mosquées. Voilà, comparaison des plans de deux mosquées. Dans un premier temps, vous vous souvenez que je vous ai donné quelques considérations d'ordre méthodologique pour analyser ce type de document. B, ensuite, on a fait la description des lieux. Et C, maintenant, on va en faire l'analyse.
va analyser d'abord la fonction religieuse, puisqu'effectivement, souvenez-vous de mon introduction méthodologique, je vous ai dit que quand on analyse un bâtiment, on va se poser des questions sur son utilité, d'un point de vue purement matériel, sa fonction également sociologique, et également quels sont les modèles éventuellement qui l'ont inspiré. Eh bien, on va reprendre ces trois éléments-là. Donc, je commence tout d'abord par l'aspect religieux. Les aspects religieux. Et à l'intérieur de ce point-là, je commence par la vue générale. Ensuite, on va étudier les différentes parties de ces édifices. On va faire comme ça. Puis on passera à un autre point. Alors, vue générale, d'un côté, vous avez en gros un rectangle, de l'autre côté, vous avez en gros un carré. Je dis bien en gros. Il faut toujours partir du général et aller vers le particulier quand vous êtes avec vos élèves, hein, ça paraît un petit peu logique. Quand vous leur demandez une première impression, s'ils commencent à vous parler tout de suite de la fontaine d'Ablution, il faut quand même essayer de les réorienter. Hein. C'est vrai que quand moi je vais voir avec mes étudiants ici, la collégiale de Nivelles, quand je dis mais quelle est votre première impression, il y en a parfois qui tout de suite me disent ah, ce sont des arcs en plein cintre. C'est la première impression que fait la collégiale. Non, je vois d'abord une masse de bâtiments et que c'est un bâtiment hétérogène. On a l'impression que c'est toutes des boîtes mises les unes dans les autres quand on voit. Donc, si un élève tout de suite est branché sur un aspect particulier, mais il faut essayer de réorienter puisque votre question porte sur la perspective générale, la vue générale, et non pas sur des aspects particuliers qui peuvent être étudiés par la suite. Donc, vue générale, je n'en dirai pas plus, on se limiterait à ça si on avait des élèves. Maintenant, les parties d'édifice. Alors, parties d'édifice. Il y a tout d'abord, des deux côtés, les salles de prière. Donc, salle de prière, ici, à Kérouan, ici, au Caire. Alors, c'est à ce moment-là que vous pouvez introduire avec vos élèves l'importance de la prière et les fameux 5 piliers de l'islam. Le premier pilier, c'est la profession de foi. On affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est l'affirmation du monothéisme. Mais le deuxième pilier de l'islam, c'est bien la prière. C'est essentiel, c'est ce qui vous met en relation immédiate avec Dieu. Muslim, qui a donné le mot musulman, signifie soumis. Un musulman, un croyant, c'est quelqu'un qui est entièrement soumis à la volonté de Dieu. 5 fois par jour, la prière doit être faite par chacun des croyants, à des moments bien précis, mais qui correspondent, je dirais, à la durée du jour, et tout ça est établi dans les calendriers par les théologiens. Mais à côté de ces 5 prières quotidiennes que chaque croyant doit faire, il y a une fois par semaine, le vendredi, la prière commune. Le vendredi, c'est le dimanche des musulmans, si je puis dire. Hein? Comme le samedi, c'est le dimanche des juifs. Ça, vous savez depuis bien longtemps. Enfin, il faut quand même le dire aux élèves, bien entendu. Hein? Alors, dans cette salle hypostyle, les fidèles se mettent debout, puis à genoux, puis prennent des positions diverses, ils se courbent, hein, pour montrer justement leur soumission. Ils font des gestes que vous avez certainement déjà vus à la télévision, ils font ce geste-là, il y a toute une série de gestes qu'ils font à ce moment-là, comme ça, comme ça. Bon. Et
Au sol, vous avez des tapis. Ce sont des salles qui sont entièrement vides. Vous avez ensuite des lieux importants qui sont tout d'abord le mihrab et ensuite le minbar que je citais tout à l'heure. Le mihrab et le minbar. Je vous montre où ils se situent des deux côtés. Le mihrab est là et le minbar est juste à côté. Mais on ne le voit pas parce que le minbar, en fait, c'est du mobilier en bois la plupart du temps. Tandis que le mihrab, lui, c'est carrément une niche dans le mur Qibla. Alors c'est quoi le mihrab? C'est une niche qui indique la direction de la Mecque et c'est la direction dans laquelle les fidèles doivent s'orienter. Vous voyez que des deux côtés, ici, il y a une flèche. Vous voyez cette flèche? Cette flèche, c'est la direction du nord. Donc ça veut dire que les deux bâtiments y sont orientés nord-ouest, sud-est. Nord-ouest, sud-est. Ceci, c'est donc la direction de la Mecque. Alors le minbar correspond en général, je vous ai dit, en gros c'est l'équivalent de la chaire de vérité dans les églises catholiques. Vous avez en fait un escalier qui monte vers un endroit surélevé où l'imam fait son sermon. Alors, vous avez ensuite le minaret. Alors, le minaret, à Kairouan, il est ici, et au Caire, il se trouve là. Le minaret joue le rôle du clocher chez les chrétiens. Chez les catholiques. Donc, lorsque le muezzin, M-U-E-2-Z-I-N, que l'on pourrait appeler le bedeau, le sacristain, monte au-dessus du minaret, il ne fait rien d'autre qu'appeler à la prière. Ce n'est pas un prêtre, hein. Il appelle à la prière 5 fois par jour. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est assez troublant quand on arrive dans un pays musulman d'entendre cet appel à la prière, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, ça se fait avec des haut-parleurs. D'ailleurs, c'est préenregistré, hein, et ce n'est plus comme jadis à voix d'homme. Donc, ce qui fait un tintamarre incroyable à l'heure actuelle. Moi, je me souviens quand j'étais en Indonésie, hein, l'Indonésie qui est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Hein, vous imaginez, près de 200 millions d'Indonésiens sont musulmans. Eh bien, le matin, vous avez envie de dormir, et vous êtes réveillé systématiquement par le muezzin. On regrette presque nos cloches, qui font du bruit. Et vous savez qu'il y a eu des procès au XIXe siècle contre les églises, parce que les cloches faisaient beaucoup trop de bruit, et les procès qui ont été gagnés. Il y a parfois effectivement des villages, même en Belgique, où la cloche sonne toutes les demi-heures. Et il y a des gens dans un hôtel, ils ont réclamé, parce que c'était plus possible pour leurs clients, d'entendre cette cloche alors que l'hôtel est juste à côté du clocher, ça aide de rien. Et quand vous entendez ça du matin au soir, ça peut rendre fou. Mais le muezzin, je peux vous dire qu'avec le haut-parleur, c'est assez pénible. Hein. Quand on n'a pas l'habitude, ben voilà. Enfin, il faut s'habituer, on est des autres. Hein. Quand on va là-bas, c'est pas à nous à imposer nos habitudes. Hein. Ça va de soi. Bon.
Voilà, je vous ai parlé du minaret, et puis, je dois encore vous parler de la fontaine d'ablution. Je remettrai simplement pour qu'on puisse lire. La fontaine d'ablution. Alors évidemment, je vous ai présenté les choses dans l'ordre inverse dans lequel j'aurais dû le faire finalement. Parce qu'on commence par entendre l'appel à la prière. Une fois qu'on a entendu l'appel à la prière, en tout cas le vendredi, pas les autres jours. Les autres jours, vous mettez un tapis dans la pièce où vous vous trouvez et vous orientez en fonction de la Mecque. Voilà, chez vous, à domicile. Mais le vendredi, tout le monde se rend à la mosquée. À des heures bien précises. Hein. Une fois que vous êtes rentré dans l'enceinte, la première chose que vous faites, c'est d'aller, je remontre maintenant ceci, c'est d'aller justement à la fontaine d'ablution, parce que vous ne pouvez pas prier sans vous être lavé. Vous devez vous laver le visage, les oreilles, le cou, les mains, les pieds. Je vais régulièrement, au moment du Ramadan, parce que je suis invité par des amis musulmans, dans des mosquées, et donc c'est une des premières choses que moi aussi je dois faire tout en étant un croyant, c'est de me laver au moins les mains. Je ne me demande pas de me laver le reste, mais en tout cas je dois me laver les mains. Je dois évidemment retirer mes chaussures, je suis en chaussettes dans ce cas-là, hein. Je ne suis pas à pieds nus. Et vous pensez bien que dans ces pays-là, où il fait très chaud, il y a beaucoup de poussière dans ces villes, on tire tout, on est à pieds nus et on se lave les pieds aussi. Hein. Donc c'est pour être pur, tout simplement, hein, quand on va être en relation avec la divinité, avec le Dieu unique. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est lavé, on se rend dans la salle de prière et on s'oriente en fonction du mihrab, bien entendu, qui est la direction de la Mecque. Ça va? Bon. Et quand vous êtes dans la direction de la Mecque, vous êtes inévitablement dans la direction du minbar où l'imam fait son sermon. Ça va? Il fait son sermon, l'imam, et c'est lui qui dirige la prière. Hein? C'est lui qui dirige la prière. Donc là, ce n'est pas le muezzin, là, c'est l'imam à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Alors, je continue. Partie des édifices. Alors, deux maintenant. Aspect. Il y a encore assez de... D'accord. Aspects sociaux. C'est qu'effectivement, une mosquée n'est pas seulement un lieu de prière. Et j'ai bien dit un lieu de prière, ce n'est pas un sanctuaire. Hein. Une mosquée, ce n'est pas l'équivalent d'une église. Ce n'est pas la maison de Dieu. Ce qu'est, en revanche, une église. Une synagogue, comme vous savez, ce n'est pas la maison de Dieu non plus. La maison de Dieu, c'était le temple de Jérusalem qui a disparu à l'époque de Titus, qui était abattu, donc au 1er siècle de notre ère. Donc ici, je voulais insister sur le fait que ce n'est pas seulement un édifice religieux, c'est également un lieu où les gens se rencontrent. Un petit peu comme chez nous aussi au Moyen-Âge ou au temps moderne. L'église, c'est l'endroit où on se rencontre le dimanche. Maintenant, on se rencontre dans les GB ou dans les Deleuze en faisant la file à la caisse, tandis qu'à cette époque-là, et encore maintenant d'ailleurs, hein, on se réunit, donc on se rencontre à la mosquée. Voilà, je propose de stopper ici 30 secondes.